Voilà, je quitte Tuchan pour rejoindre Cucugnan et son fameux moulin. Tuchan est un ancien village frontalier, longtemps situé entre le royaume de France et la couronne d'Aragon. Cette position stratégique en a fait un lieu de veille et de défense, notamment pendant la croisade contre les Albigeois et les siècles qui ont suivi. Le mont Toche, dominant le paysage de Tuchan, est un lieu chargé de symbolisme. Au sommet se dresse la tour des géographes, construite en 1791 par des astronomes chargés de mesurer le méridien de Dunkerque à Barcelone. Une légende locale raconte que des marins perdus en mer apercevaient une lumière mystérieuse émanant du mont Toche, les guidant vers la terre ferme. Cette histoire, bien que non vérifiée, ajoute une dimension mystique au site. Le pont est pas mal couvert aujourd'hui. Normalement, ça devrait se dégager après-midi. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le contexte politique du Languedoc offrait un refuge aux cathares et comment cette situation allait peu à peu mener à la croisade. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'autre aspect du conflit, le catharisme. Pour l'Église de Rome, les cathares représentaient une menace bien plus grande que les infidèles, car ils étaient chrétiens mais pas catholiques. Ils remettaient en cause les dogmes, rejetaient les sacrements et proposaient une vision totalement différente du monde, une vision jugée hérétique et donc dangereuse. Mais alors, en quoi croyaient-ils exactement? Et qu'est-ce qui les différenciait autant des fidèles du pape? On change de décor, ça me fait beaucoup penser aux Alpes. Et le soleil est revenu, ça c'est cool. Déjà, les cathares ne se désignaient pas comme tels. Entre eux, ils s'appelaient bons chrétiens ou bons hommes. Leur but, retrouver le christianisme des origines. Ils accusaient l'Église romaine d'avoir trahi le message du Christ et de s'être corrompus dans le pouvoir et la richesse. Eux prônaient la pauvreté, la simplicité, le travail manuel, l'exemplarité. Ils étaient végétariens, refusaient la viande, le lait, les œufs, mais pas le poisson. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on croyait que les poissons ne se reproduisaient pas. Ils n'étaient donc pas nés de la chair et échappaient à la corruption du monde matériel. Au cœur de la foi cathare, il y avait une conviction fondamentale. Le monde matériel est mauvais, il n'est pas l'œuvre de Dieu, mais celui d'un principe sombre, malfaisant, parfois assimilé au diable. A l'inverse, le monde spirituel, invisible, immatériel, est l'unique création divine. Les cathares croyaient que les âmes humaines étaient à l'origine des êtres célestes, des anges tombés du royaume de Dieu. Piégées dans un corps de chair, elles erraient désormais dans un monde corrompu. Ce rejet profond de la matière se traduisait dans leur morale, se nourrir d'animaux, se reproduire, céder aux plaisirs du corps, c'était entretenir une prison charnelle. Chaque naissance représentait une nouvelle chute, un nouvel enfermement. Pour eux, vivre avec austérité, refuser la chair et les instincts, c'était commencer le chemin de retour vers le divin. Le Christ n'était pas venu pour racheter les péchés comme le prétendait l'Église de Rome, mais pour rappeler aux âmes leurs origines célestes et leur montrer la voie de la libération. Jésus n'avait pas souffert, il n'avait pas de véritable corps, juste une apparence. Il n'était pas mort sur la croix, car il n'était pas vraiment incarné. Il rejetait donc les sacrements catholiques. Pas de baptême d'eau, jugé inutile pour un nourrisson ne pouvant comprendre son engagement. Pas d'Eucharistie, il refusait l'idée que le pain et le vin deviennent le corps du Christ. Et pas de mariage non plus, vu comme une institution qui légitime le péché de chair. À la place, il pratiquait une forme de bénédiction du pain, en souvenir de la scène, et priait uniquement le Notre Père. Il rejetait le culte des saints, des reliques et des morts. Pour eux, aucun lieu n'était sacré, la parole du Christ pouvait être transmise partout. En résumé, les cathares vivaient une foi radicale, exigeante, qui refusait les compromis. Une foi silencieuse, souvent discrète, mais profondément ancrée. Il fallait vraiment être motivé pour attaquer des citadelles pareilles. Franchement,
Surplombant le village du même nom, le château de Paderne s'élève fièrement sur un piton de roches calcaires. Ce site stratégique servait autrefois à surveiller les vallées du Verdougle et du Torgan. En 1910, il aurait été pris par les troupes de Simon de Montfort en pleine croisade contre les Cathares. Dès 1713, il est déjà mentionné comme étant en ruine. Pourtant, bien que méconnu dans la région, le château de Paderne a abrité des chevaliers occitans révoltés contre le roi de France, comme Chabert de Barbera ou encore Guillaume de Perpertuse. Les vestiges que l'on peut apercevoir aujourd'hui datent en grande partie du XVIIIe siècle, une reconstruction menée par Pierre de Vic. Ce lieu chargé d'histoire qui fait partie de l'héritage cathare mériterait d'être classé au titre de monument historique. La commune a d'ailleurs engagé des démarches dans ce sens pour envisager des travaux de restauration. C'est un trésor perché sur un rocher qui n'attend qu'une chose, qu'on le redécouvre. Une collecte de dons est en cours si vous souhaitez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice. Le lien est dans la description. Vraiment impressionnant ce château. Il dort au creux des collines. Ce trésor se cache dans la nature qui le dévore. Voici le prieuré de Molay. Il est mentionné pour la première fois en 805 en tant qu'église. Sa chapelle était dédiée à Saint Martin. En 1228, le site est désigné sous le nom de Castrum, puis au début du XVIIIe siècle, on le retrouve sur les cartes. Celle de Blottière et Roussel, cartographe du roi de France, le qualifie de château ruiné, tandis que la carte de Cassini l'identifie, elle, comme une église ruinée. Selon certains récits, le site aurait été en partie détruit lors d'un tremblement de terre, peut-être celui de 1428. Ce séisme, dont l'épicentre se trouvait à Camprodon, en Catalogne, aurait causé d'importants dégâts jusqu'ici, frappant également le village de Molay et son cimetière. Défiant le ciel et les siècles, perché à 728 mètres d'altitude, le château de Quéribus surplombe la plaine du Roussillon jusqu'à la mer. Il est mentionné pour la première fois en 1020 comme possession du comté de Bézalines. En 1239, Chabert de Barbera, fidèle au roi d'Aragon, s'y installe et y offre un refuge à des Cathares en fuite. Ce sera d'ailleurs l'un des derniers bastions albigeois à tomber.
En 1255, après avoir négocié sa liberté, Chabert finit par se rendre et remet le château aux troupes royales. Il intègre alors le système défensif français, devenant l'un des 5 fils de Carcassonne, ses citadelles postées face au royaume d'Aragon. Les architectes royaux renforcent ces défenses, comme à Perpétuuse, pour en faire une véritable sentinelle sur la frontière. Il n'aurait suffi que de 7 soldats pour défendre le site. Reconstruit au XIIIe et XIVe siècle, le château perdra peu à peu son importance militaire après le traité des Pyrénées en 1659. Fort de 3 enceintes, de meurtrières et d'un système défensif complexe, il abrite un donjon polygonal, une salle gothique et une terrasse avec un panorama exceptionnel. Classé monument historique depuis 1907, il fait aujourd'hui l'objet de restauration. Quéribus, c'est l'histoire d'un peuple, d'un royaume et d'un rocher devenu forteresse. Et voilà, je quitte Quéribus, le fameux château de Quéribus, incroyable. Franchement, c'est un château à faire. En plus, il y a vraiment c'est plutôt bien réaménagé. Il y a une salle, elle est folle. Vous entrez carrément dans les entrailles du château. Enfin, il faut se courber, il fait très noir, donc j'ai pas pu filmer. Mais c'est impressionnant. Je suis en pleine descente sur Cucugnan. Apparemment, descente difficile, on verra ce que ça donne. Normalement, je devais filmer Cucugnan, tout ça, mais je ne pense pas que j'aurai le temps ce soir, vu l'heure et vu l'état de mon ventre. Merci à toi de m'avoir accompagné jusqu'ici. À très vite pour la suite de l'aventure.